Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous poursuivons les travaux de la mission avec une table ronde, aujourd'hui réunissant les représentants d'organisations de médecins libéraux. Monsieur Jean-Paul Hamon, ancien président de la Fédération des médecins de France, et Madame Corinne Le Soder, sa nouvelle présidente. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence aujourd'hui parmi nous. On a beaucoup parlé de l'hôpital jusqu'alors, de sa mobilisation, de sa réorganisation pour faire face à la crise sanitaire et prendre en charge les malades. Il était évidemment aussi important à ce stade de nos travaux d'entendre aussi les médecins libéraux, les médecins de ville. Pour ouvrir cette réunion, j'ai envie de dire que nous sommes en face d'un paradoxe. La médecine de ville a été fortement sollicitée pour la prise en charge des patients atteints du Covid-19, notamment dans ses formes les plus bénignes. Selon les chiffres de Santé publique France, le nombre de patients ayant consulté un médecin généraliste pour un cas de Covid-19 était estimé à près de 95 000 au cours de la dernière semaine de mars, avant, il est vrai, de fortement décroître au cours des 2 semaines suivantes. C'est au cours de cette même semaine que le nombre d'actes SOS médecins pour suspicion de Covid-19 a également atteint un pic. Les médecins de ville ont aussi continué à prendre en charge leurs patients, notamment au moyen de la téléconsultation, palliant les craintes des patients de se rendre dans les cabinets médicaux. Ont également été mis en place des centres de consultation ambulatoire pour ceux présentant des symptômes du Covid-19. Pour autant, la place des médecins de ville dans le dispositif d'urgence est encore discutée. Certains regrettent de ne pas avoir été suffisamment associés et intégrés dans la réponse à la crise sanitaire, jugés trop centrés sur les établissements de santé. Exposés au virus dans le cadre de leur consultation, les médecins libéraux ont aussi dénoncé le fait de ne pas avoir eu les moyens de se protéger avec des masques et des surblouses et de ne pas avoir eu accès aux tests de dépistage, autant de sujets que nous allons aborder ensemble. Pour donner les dates, puisque lui il était président à cette époque-là, je reprendrai la main après pour vous donner la prise en charge globale par rapport aux syndicats et par rapport aux professionnels de santé. Merci beaucoup. Donc on a appris, on s'est instruit pendant les commissions, les auditions. J'ai appris qu'Agnès Buzyn avait senti les choses le 10 janvier. Nous avons été convoqués pour la première fois au ministère le 18 février. Et par Olivier Véran, 18 février. Il était prévu pour les médecins libéraux que le test, le kit de protection devait comporter Charlotte, masque FFP2 et surblouse. Naturellement, on n'a rien vu arriver de tout ça. Le 27 février, les médecins de l'Oise qui gèrent les maisons médicales de garde menacent de se mettre en grève parce qu'ils n'ont toujours pas de masque FFP2, alors que l'Oise est déjà bien touchée. Et j'interviens auprès du ministère et les masques FFP2 arrivent à 19 h pour des maisons de garde qui ouvrent à 20 h et ils ont eu le plus grand mal à se procurer les masques. Donc ça, c'était le 27 février. Le 26 février, on avertit le ministère qu'il va y avoir un match à Lyon, alors qu'il y a déjà eu le cluster des contamines. Et on nous dit qu'il n'y a absolument aucun risque que ce match va se tenir. Donc Lyon-Juventus se tient le 26 février. Mieux, alors que et le 1er mars, il y a encore Lyon-Saint-Étienne, c'est-à-dire qu'il y a un brassage de la population de Rhône-Alpes-Auvergne et l'URPS fera la démonstration qu'il y a eu une recrudescence des cas en Auvergne, Rhône-Alpes, 15 jours plus tard. Le ministère a été prévenu et on nous a dit que les experts disaient qu'il n'y avait absolument aucun risque. Le 3 mars, alors que nous manquons de masques partout, Marco Pharma, une entreprise de Tourcoing, continue de vendre des masques à l'étranger. Dans le même temps, un pharmacien de Clamart qui a réussi à se procurer 4000 masques très facilement, des masques FFP2, apprend qu'il ne peut pas les vendre. Comme il a quand même acheté cher ces masques, la merveille de l'administration française, c'est qu'il a été obligé de refourguer ces masques à son fournisseur sans que nous, on puisse en bénéficier. Voilà la réalité des dates. Et donc, on s'est retrouvé sans masque alors qu'on pouvait en disposer de 4000. Vas-y, ça c'est pour les trucs, je ne reviendrai pas dessus.
Merci beaucoup de me donner la parole. Juste pour les dates, ensuite, nous avons fait un référé en Conseil d'État demandant la mise à disposition pour les professionnels de santé des masques. Donc c'était le 25 mars. Ce référé a été fait le 28 mars, où on ne nous a pas donné raison. Par contre, comme par hasard, le 28 mars, on commençait à avoir des masques. Donc on s'est dit qu'on avait quand même pu réussir à faire quelque chose. C'était intéressant. Les choses importantes à dire, il y a eu le national où on a fait des choses, il y a eu aussi la région où on a fait beaucoup de choses. Et il y a eu un hospitalo-centrisme qui était vraiment déplorable, où on nous a demandé aux patients d'appeler le 15. Donc il y a eu une surchauffe au niveau du 15, et en même temps, il y a eu une impossibilité aux patients de revenir parce qu'on leur demandait de rester chez eux. Donc il y a une perte de chance quand même pour les gens qui n'étaient pas Covid, et même ceux qui étaient Covid positifs, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient asymptomatiques. On a eu un confrère qui a tiré la sonnette d'alarme sur Mulhouse, Dr Vogt, qui a dit que dans son cabinet, il voyait environ 30 à 40 personnes qui étaient porteurs du Covid, mais qui n'avaient pas les symptômes qui étaient dits, c'est-à-dire fièvre plus la toux. Et effectivement, on est tombé sur ce fameux cluster qui a fait qu'en fait, ça a explosé de partout, et ils travaillaient sans masque. Donc, comme disait mon confrère Jean-Paul Ortiz, on a payé un lourd tribut puisqu'on est à 51 décès, donc 46 en libéral a priori, c'est les derniers chiffres qu'on nous a fournis. Donc c'est quand même très déplorable puisqu'effectivement on a travaillé à main nue, on a travaillé sans rien du tout. Donc ça c'est la première chose à dire. Il est vrai que bon, le manque de masques, bien évidemment, le manque de surblouses, le manque de tests, ont fait qu'on a été confinés au niveau national de façon globale. Ce qui n'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, parce que maintenant on fait les détections, et il faut détecter en masse, et maintenant on pourrait le faire, donc ça c'est quelque chose d'important. On a confiné aussi, et ça c'était un problème assez grave, le confinement était fondé sur la peur et sur la culpabilité, et il aurait été bien de le mettre en avant plutôt que c'était un geste civique pour protéger à la fois sa santé et celle des autres, puisqu'en fait les gens se sont mis à avoir peur, et on a maintenant les conséquences de la peur d'une population. Il y a à la fois la peur et à la fois la solitude. Donc non seulement la solitude des personnes qui effectivement restaient en confinement chez eux, mais on a vu cette solitude aussi dans les maisons de retraite et les EHPAD, où nous intervenions aussi, et où nous avions aussi des fois des impossibilités d'intervenir, parce qu'en fait on ne laissait plus rentrer personne. Donc il y a des enquêtes qui ont été faites, entre autres par l'UNPS, qui montraient qu'il y avait une rupture de soins dès le confinement. Donc ça c'était quelque chose d'assez grave, puisqu'en fait toutes les pathologies urgentes, toutes les pathologies chroniques qui étaient étiquetées soi-disant Covid-, puisqu'on ne sait pas, puisqu'il n'y a aucun test qui a été fait, et donc il y a une perte de chance par rapport aux gens qui ont été là. Donc tout ça, on a aussi des choses qu'on pourrait éventuellement vous faire passer pour que ce soit annexé à cela. Il y a eu le problème des urgences, avec une prise des urgences qui était assez difficile. Donc on a réussi à organiser des parcours Covid+, et Covid-, enfin 10 Covid-. Il y a eu le problème de la reprise d'activité qui était assez difficile aussi, puisqu'en fait on a manqué quand même de mesures de protection pour nous, pour le personnel. Il y a énormément de personnes, de professionnels de santé qui n'étaient pas médecins, comme les kinés, comme les dentistes, comme les podologues qui nous ont fourni du matériel. On a eu beaucoup de matériel qui ont été fournis aussi par des personnes qui étaient en contact avec nous, donc ça nous a permis, nous, via l'URPS, d'avoir du matériel qu'on a redistribué. On a fabriqué des blouses, des surblouses. Je vous en ai amené une que j'ai fabriquée avec mes mains, 100 mètres de fil pour faire tout un tas de blouses pour nos infirmières qui étaient à domicile. Et c'était grâce aux toiles d'hivernage que nos maraîchers, parce que je suis en région Centre-Val de Noirs, nous ont fourni. Donc vraiment, on a essayé de faire le maximum avec les choses comme cela. Par ailleurs, on a quand même eu une perte d'activité qui était énorme, puisque le fait de tout envoyer sur le 15 et de dire aux gens de rester chez eux, il y a une perte d'activité pour tous les professionnels. Il n'y a pas eu que en milieu d'établissement, mais tous les libéraux. Donc pour les médecins, ils ont tourné entre 20 et 30% de leur patientèle, si bien qu'il y a eu aussi une perte de recettes qui était assez conséquente. Et ça, c'est quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est une pandémie qui fait presque la faillite des professionnels de santé. Quand même quelque chose. Et donc on a quand même pu bénéficier, mais ça c'était des choses qu'on a été faire après. Donc pour notre personnel, chômage partiel comme tout le monde, de télétravail, des charges reportées avec la CARM fait l'URSSAF,
la CNAM qui nous a permis de pouvoir faire de la télémédecine. Et la première semaine, ça a été multiplié par 50. Donc c'était vraiment très bien. Par ailleurs, la téléconsultation ne remplaceront pas l'examen clinique. Ils ne pourront pas remplacer dans les déserts médicaux les médecins qui manquent. Donc nous avons eu, grâce à cela, des possibilités de pouvoir être pris en charge. Et donc c'était important. Il y a des choses aussi par rapport aux professionnels de santé qui ont été malades, ou d'autres qui malheureusement sont décédés. Donc il y a eu les quatorzaines, les problèmes d'indemnité journalière qui ont été très tardivement admises. Et puis on a le problème de la maladie professionnelle actuellement, qui est encore en cours. Et donc ça c'est important. Donc on a pu intervenir grâce à la CNAM qui a été très pertinente et très rapide, grâce à M. Revel, pour pouvoir avoir des actes qui étaient pris en charge à 100%, en téléconsultation, au téléphone, puisqu'en fait on a beaucoup de personnes âgées, on a beaucoup de zones blanches où on a pu être au contact avec les gens. Alors ça remplaçait pas, mais ça permettait quand même d'asseoir bien nos diagnostics. Et tout ça, ça a été aussi bien pris en charge. Par rapport aux ARS, quand même, on a noté que c'était un frein, qui était plus ou moins prégnant en fonction des régions, puisqu'il y a des ARS qui étaient très impliqués dans certaines régions et dans d'autres, c'était plutôt un frein, entre autres par rapport au centre Covid. Et donc les URPS et les fédérations des URPS, puisqu'en fait, c'est toutes les URPS, non seulement des médecins, mais des autres professions médicales, et non médicales d'ailleurs, ont permis une évolution de l'organisation en local, ont permis un accompagnement des professionnels, que ce soit les professionnels en structure ambulatoire ou bien en cabinet, une organisation des filières, une relation très importante hôpital-ville, très importante, les informations, puisqu'on manquait beaucoup d'informations, ça a permis de le faire, d'avoir une coordination donc, dans l'approvisionnement et de pouvoir avoir un rôle énorme au niveau du territoire. Merci. Donc voilà, donc merci. Sinon, juste en conclusion, 2 secondes. En conclusion, c'était d'écouter et de faire confiance aux professionnels de santé, leur laisser une certaine autonomie, leur donner les moyens de ressources suffisantes, pérenniser les expériences qui ont été concluantes, et puis aussi prévoir, non seulement pour la suite, et puis peut-être s'il y a une seconde vague, j'en sais rien. Nous y reviendrons dans les questions, je pense. Voilà, donc de prévoir la suite. Merci beaucoup. Si je peux compléter, surtout ne laissez surtout pas l'État organiser nos cabinets. Donnez-nous les moyens de nous organiser, mais ne dites pas à l'État de faire les choses à notre place, parce que là, si vous voulez, on vient d'assister à une catastrophe. Non, je parlais de recommandations, et d'aide. On est d'accord. Donnez-nous les moyens. Voilà, oui. Donnez-nous les moyens. C'est laissez-nous travailler. Vous savez, pour moi, l'illustration de la réactivité des médecins, c'est les masques Décathlon dans les réanimations. Imaginez en temps de paix que les réanimateurs aient demandé à l'administration d'utiliser des masques Décathlon, on y sera encore. Vous comprenez? Et donc les médecins ils se sont organisés. On a, comme disait Jean-Paul Ortiz, on a mis un siège sur 2, on les a condamnés. On a mis du plexiglas dans le secrétariat, on a mis des barres, etc. On s'est débrouillé avec les entreprises qui nous ont donné des masques. On est allé démarcher des entreprises de peinture, on est allé démarcher des entreprises de menuiserie, de bricolage, de lunettes, etc. On s'est débrouillé avec nos moyens, d'accord? Et pour revenir simplement sur l'expérience de 2009. Effectivement, Roselyne Bachelot avait des masques en 2009, mais son administration, parce que j'ai assisté à la préparation des fameux vaccinodromes, on pensait en haut lieu au ministère que les médecins généralistes n'avaient pas de frigo dans leur cabinet et que donc ils ne pourraient pas faire 10 doses avec un flacon de 10. Et on a eu le droit aux fameux vaccinodromes qui ont vacciné 6 millions de personnes, alors que chaque année, les médecins généralistes, tranquillement, sans faire de bruit, en vaccinent 12 millions. On est resté avec 94 millions de doses de vaccins sur les bras et là dire que Roselyne Bachelot a été réhabilitée et oser nous allumer comme elle l'a fait devant votre commission, je peux vous dire qu'elle s'est mis pas mal de médecins à dos et pour nous on attend maintenant des excuses parce que oser dire avec les plus de 5000 médecins contaminés, 51 morts dont 46 médecins libéraux, je peux vous dire que ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces. Donc les médecins se sont organisés et on a retrouvé la même administration que celle de 2009 qui a
méprisé la médecine libérale, qui nous a oubliés pour les masques, qui a détourné vers le centre 15, comme on l'a dit, alors qu'on aurait très bien pu le faire, alors qui a détourné les patients des cabinets, comme l'a dit le Premier ministre, en disant aux gens allez faire renouveler vos ordonnances chez les pharmaciens. Moi, j'ai dû rappeler des patients, dont une dont je me souviens très bien, qui était leucémique, sous anticoagulant. J'ai dit mais attendez, vous n'allez pas rester 6 mois sans me voir. Venez me voir, soyez tranquille. Vous allez voir, on est peinard, il n'y a personne. Effectivement, on travaillait entre 30 et 40% de notre activité, et encore parce qu'on est dans un groupe, alors que mes autres camarades disaient on est à 20% de l'activité. Pour répondre à vos questions, donc par rapport à effectivement, il faut tirer les conséquences de ce qui a été fait pour éviter de refaire les mêmes erreurs et surtout profiter des choses qui ont été très actives et très positives pour pouvoir les mettre en avant. Donc effectivement, arrêtons le système administratif. C'est pas des gens qui connaissent rien de la médecine qui nous apprennent la médecine. C'est pas des gens qui connaissent rien de la médecine qui nous empêchaient de prescrire. Enfin, l'interdiction de prescription de certains médicaments, mais écoutez, c'était une honte. On est quand même capable de savoir ce qu'on prescrit, ou alors qu'on nous retire notre diplôme de docteur. En ce moment, en France, tout le monde veut opter docteur. Donc, bon. Mais là, effectivement, stop. Par rapport à la seconde vague, il faudrait aussi tirer des conséquences par rapport à, tout à l'heure ma consoeur en parlait, mais tout ce qui se fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'actuellement, ça rejoint un petit peu le système de la recherche. La recherche en milieu libéral est extraordinaire. On a fait des échanges sur nos forums où on savait que dans les EHPAD, par exemple, on n'avait pas du tout les mêmes symptômes de Covid que on voyait en réanimation. On voyait les premières personnes, c'est les personnes âgées qui tombaient. On voyait les mamies, c'était les mamies qui avaient des hémorragies vaginales. Et ça, petit à petit, on a tiré les sonnettes d'alarme. On a tiré la sonnette d'alarme par rapport à la gueusie, la gneusie, donc c'est-à-dire la perte du goût et la perte de l'odorat. Et ça, c'était vraiment un signe, ce qu'on appelle nous presque pathognomonique, c'est-à-dire qui signe presque la maladie. Vous voyez, on a énormément progressé, parce que par rapport à la grippe, c'est vrai qu'on a entendu, puisque c'est arrivé de partout, comme quand on était, ça a été une grippette, quoi, comme partout. Il est vrai qu'on n'a pas non plus su ce qui se passait vraiment en Chine non plus. Hein. Donc, on est reparti avec cela, et puis petit à petit, on a tiré des conséquences. Alors, il est vrai que les gens qui voyaient des personnes à l'hôpital ou en milieu réanimation, c'était pas du tout les mêmes qu'on pouvait voir en libéral. Je redis, moi, qu'il y a des médecins libéraux qui ont tiré la sonnette d'alarme, ils n'ont pas été écoutés. On a attendu 10 à 15 jours avant de pouvoir tirer les conséquences de ce qu'ils disaient. Et ils avaient raison. Il faut savoir écouter. Nous, on est à l'écoute de nos patients, on voit comment ils évoluent, on voit ce qu'ils sont. Et c'est quelque chose qu'il faut impérativement tirer. Donc, donner la possibilité de faire de la recherche en médecine libérale. La deuxième chose, effectivement, c'était de pouvoir faire cette formation. Ce qu'on a fait nous, entre nous, c'est-à-dire que dès qu'on avait un symptôme, on se le disait. On avait des réseaux qui permettaient de savoir exactement ce qui pouvait avertir que c'était le Covid. Et ça a été très 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 porteur. Donc là, il y a aussi des choses à tirer parce que ça a été le système D, quoi, qui faisait WhatsApp, nous des groupes Google et des choses comme cela. Par rapport à tout ce qui était prise en charge, faites un double système d'appel d'urgence. Le 15, c'est pour les urgences vitales. Comme par hasard, il n'y avait plus d'infarctus, il n'y avait plus d'AVC. Il y a bien eu des AVC, il y a bien eu des infarctus. Et puis on a eu quelques retours de personnes qui n'ouvraient plus la porte et on trouvait quelqu'un de décédé derrière la porte quand les pompiers ouvraient la porte. Donc, était-il mort du Covid? Puisque il y a beaucoup de Covid, c'était dû à des problèmes vasculaires et des problèmes de thrombose. Mais est-ce que c'était pas un infarctus ou un AVC qui était resté là chez lui parce qu'il n'avait pas pu appeler le 15? Donc prévoir un double système, le 15 appels d'urgence et le 116, 117 pour la régulation libérale. Quelque chose de très important, très très important. C'est aussi un respect par rapport à nos patients, c'est un respect des médecins libéraux qui travaillent toujours comme ça quelque part. Puisque la PDSA, c'est bien aussi un appel aussi entre nous pour pouvoir avoir une régulation. Donc ça, c'est pour le problème de la seconde vague. La seconde vague, oui, donc on n'aura pas non plus le problème des tests, puisque maintenant il y en a presque trop. On aura moins le problème des masques, puisqu'on en voit partout, même sur les trottoirs. Vous parliez des EHPAD, puisqu'on n'a pas parlé des EHPAD. Nous, c'est vrai que dans notre coin, là, on est de la chance, on n'avait pas trop de problèmes et on n'a pas eu de Covid dans nos EHPAD. Enfin, c'est quand même quelque chose de très important. Mais on a su, le personnel était aussi très démuni, puisqu'en fait, ils n'étaient pas approvisionnés en masques. On n'a pas fait de détection
On n'a pas fait de PCR chez le personnel des EHPAD, ce qui est quand même pas normal. Donc c'est des choses à faire régulièrement. Donc ça, c'est les deuxièmes choses. Et puis une chose importante, stop, quoi. On a déshumanisé le soin avec le Covid. Les gens sont morts comme des malheureux chez eux. On a laissé nos personnes âgées toutes seules. Il y en a qui sont morts de solitude. Enfin, quand même, on est dans une société reconnue belle parce qu'elle respecte ses anciens, parce qu'elle respecte ses jeunes, parce qu'il y a aussi le problème avec les écoles. C'est pas tout à fait notre domaine, mais il y a eu ce problème-là aussi. On voit les pauvres gamins qui n'osent plus toucher, qui n'osent plus être en contact et qui sont eux aussi déprimés. Donc vous voyez, il y a plein de choses par rapport à ça, où il faut reprendre les choses et réhumaniser le soin. Pour répondre au 116-117, c'est une demande unanime des syndicats de médecins libéraux et on nous a répondu qu'il y aurait un numéro unique parce qu'on considère que les Français sont trop idiots pour distinguer le 15 et un 116-117. C'est pourtant une garantie d'indépendance et on pourrait prendre, il y a des tas de projets qui sont actuellement en cours sur le modèle de celui qui est actuellement dans le Grand Est. Il y en a en Normandie, il y en a en Île-de-France, il y en a dans la Creuse, il y en a d'autres régions. Un 116-117 avec une régulation libérale, une prise en charge et une valorisation des soins non programmés, une garantie de prise en charge du patient dans les 12, 24 ou 48 heures selon la pathologie du patient et une interconnexion avec le 15 s'il y a véritablement urgence. Le problème bloque actuellement. On pourrait prendre les 20 millions de passages qui n'ont strictement rien à faire aux urgences. Je vous rappelle qu'avec les MIGAC, 20 millions de passages aux urgences, ça coûte à peu près 5 milliards à la collectivité. Et nous, ce qu'on demande, c'est une valorisation. D'un côté, ça demande à peu près 360 millions d'euros pour financer ça. Donc 360 millions d'euros d'un côté, 5 milliards de l'autre. Quand on est actuellement au Ségur de la Santé et qu'on est complètement ignoré du Ségur de la Santé et qu'on ignore la médecine libérale, comme l'administration nous a ignorés et méprisés, parce qu'on a été méprisés quand il s'agit des primes. Souvenez-vous que les internes en médecine générale qui effectuaient leur stage en médecine générale étaient initialement privés de primes et que les anesthésistes réanimateurs libéraux qui ont permis au système de tenir étaient initialement privés de primes. Il a fallu qu'on se batte pour que ces gens qui ont permis au système de tenir bénéficient également des primes. Donc voilà le mépris. Donc le 116-117, oui, mais là il va falloir insister parce que je peux vous dire que le gouvernement n'est pas disposé à ça. Il n'est pas prêt de faire un 116-117 libéral. Et pourtant, c'est la première étape d'une réorganisation du système de soins et d'une prise en charge des soins non programmés et d'une régulation des urgences. Quand on voit qu'on a mis 7 milliards actuellement là et que les hôpitaux mégotent, moi je peux vous dire que si vous mettiez 5 milliards sur la médecine de ville, maintenant on vous réorganise le système de santé. Et à commencer peut-être par un financement aussi des syndicats médicaux, parce que je peux vous dire que là, nous on a tous barré nos journées, on nous prévient la veille pour le lendemain comme si nous on n'avait pas de consultation. On n'est pas des professionnels du syndicalisme, on a tous une activité libérale. Et là, la façon dont on nous a traités pendant ce Ségur de la Santé, avec des réunions qui étaient modifiées la veille pour le lendemain, annulées, etc. Et là, nous annoncer à 9h51 une réunion demain à 11h au ministère, c'est un pur scandale. Donc, sur le coup des agences, quand j'ai entendu Agnès Buzyn dire que peut-être qu'il faudrait créer une nouvelle agence pour la gestion des crises, excusez-moi, des agences, quand vous pensez, on s'est instruit pendant cette enquête, on a appris que le directeur de Santé publique France écrit en 2017 au directeur général de la santé concernant la gestion des stocks, etc., et qu'il a une réponse, il s'en préoccupe en octobre 2018, et qu'en s'en préoccupant en octobre 2018, Agnès Buzyn l'apprendrait, parce qu'il se voit tous les trucs, en janvier 2020. Donc il faut 15 mois pour aller d'un étage à l'autre dans son ministère et créer une nouvelle agence. Et quoi faire? Quoi faire? Je vous rappelle que l'ARS Île-de-France, qui a pourtant été particulièrement active et qui a créé un modèle du genre Distrimasque, comme ce qui a été mis en place dans le Grand Est avec les URPS, médecins et URPS, pharmaciens pour la distribution des masques, il y a eu une distribution à peu près identique, mais qui s'est mise en place seulement le 20 mars en Île-de-France. Elle a été réactive. Mais l'ARS qui envoie des directives concernant les clusters le 11 avril, quand moi j'ai un cluster en face chez moi, eh bien l'ARS n'applique pas les directives qu'elle envoie. Normalement, on aurait dû extraire les 7 personnes qui étaient dans le foyer de jeunes travailleurs et les mettre dans un hôtel Covid. Or, ça n'a pas été le cas. Et là, j'ai découvert aussi la guerre des polices entre la préfecture et les ARS. Car le maire m'a prévenu que le préfet n'avait pas été prévenu de ce cluster à Clamart. Donc, si vous voulez, on découvre, il y a une administration hypertrophique et qui, justement, en plus, se fait la guerre. Donc, tout ça, c'est absolument insupportable.
Moi, je voudrais répondre sur est-ce qu'on a eu des cours sur le risque? Alors, la gestion du risque, absolument pas. On n'a jamais eu un seul cours dans nos études médicales sur la gestion du risque. Absolument aucun. Après, est-ce qu'il y a des risques par chez vous? J'habite Orléans, c'est le Val-de-Loire, on a un risque d'inondation. Alors ça, il y a des plans qui sont tirés sur la comète, il y a des pages comme ça, personne ne les ouvre, et en fait, on dit on a fait quelque chose. Et t'as pas un risque nucléaire? Et on n'a rien. On a les nucléaires, parce que nous, on a quand même un tas de centrales nucléaires. On est au courant de rien, l'iode n'est même pas distribué. Enfin, ça devient invraisemblable, quoi. Invraisemblable. Vous êtes sous serment, madame. Faut être sûr de vous, là. Si l'iode n'est pas distribué, vous êtes sous serment. Oui, il y a des gens qui me disent que ça n'a pas été... Oui, c'est pas distribué partout, puisqu'en fait, il y a des gens qui ne l'ont pas. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas allés le chercher? J'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que ça n'est pas je ne dis pas que ce n'est pas les gens qui n'ont pas voulu le distribuer. Il y a aussi des gens qui ne sont pas allés le chercher. Faut quand même pas. Enfin bon. Oui, non, mais tout à fait. Mais quand on dit distribuer, ça veut dire que les gens ne l'ont pas automatiquement avec eux. Donc ça, c'est clair. Et il faut une information aussi du public, parce qu'ils ne se rendent même pas compte à quoi ça peut servir. Donc ça, c'est les choses. Par rapport à la liberté de prescription, alors là, madame, oui. On rue dans les brancards. C'est une atteinte à notre liberté de prescription, c'est une atteinte à notre profession, c'est une atteinte à notre dignité. C'est quelque chose d'insupportable. Ça, c'est certain. Par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à la coordination dans les cabinets médicaux, et puis de savoir exactement ce qui s'y est passé. Ça continue. On est en train de faire des autotests maintenant. Les autotests pour que les gens, parce que les gens, la HAS a montré que les autotests n'étaient pas très fiables, comme tous les tests d'ailleurs. Il n'y a aucun test qui est fiable à 100%. Mais que les gens pourront le faire, mais en même temps, ils ne veulent pas que les gens le fassent parce qu'ils ne seront pas capables d'interpréter. Donc ça pourrait être des tests qui seraient prescrits par les médecins, remboursés ou pas, on n'en sait rien, faits par d'autres professionnels de santé. Mais en fait, le problème de santé publique sera exactement le même. La lisibilité, on la saura où? Qui a fait le Covid, qui ne l'a pas fait? On n'en saura rien. Donc il est quand même il est temps aussi, au niveau du gouvernement et au niveau de l'État, de faire un système de santé publique. C'est hyper important. Parce que c'est vrai que nous, on voit les personnes en tant qu'individus. On a eu le problème du Covid contact, où effectivement, il fallait dire, les problèmes des cas contacts, qui nous ont posé aussi un problème sur le plan de déontologie. Puisqu'il fallait, même si le patient n'était pas d'accord, il fallait le dire, le signaler. Ce qui paraît logique dans le sens de la santé publique, et sur le plan individuel, ça l'était moins. Mais néanmoins, ces problèmes d'autotests, il va falloir aussi s'y pencher, parce que c'est la suite pour demain. C'est-à-dire que si on dit, oui, l'autotest serait peut-être positif, et qu'on s'aperçoit qu'après, cette personne, en fait, développe un Covid et en décède, par exemple, quelle sera la responsabilité de la personne qui l'aura fait? Où est-ce que ça va être tracé, puisqu'on parle de traçabilité actuellement? Donc tout ça, il y a énormément de choses à revoir. Ça ne sera peut-être pas fait avant la deuxième vague, mais des choses à revoir pour le futur. C'est-à-dire qu'il faut construire de nos erreurs, mais il ne faut pas recommencer les mêmes. Et c'est vrai qu'il y avait un de nos confrères qui disait qu'en fait, les médecins manquaient de masques et que l'État masquait les manques. Donc c'était une phrase que j'avais trouvée assez bien. Mais ça dit quand même quelque chose par rapport à tout ce qu'on a pu nous dire pour nous faire... Merci, on va passer la parole un petit peu. Merci. Pour répondre au CPTS, nous, on n'a pas de CPTS dans notre territoire. On a fonctionné très bien avec les infirmières libérales et les pharmaciens. On a organisé un centre Covid, ça a marché très bien avec le couple médecin généraliste infirmière, et pour la distribution des masques, on avait un système qui était comparable à celui de Distrimasque du Grand Est, où on avait les masques, on les a eu tard, mais avec le pharmacien, ça marchait remarquablement bien. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'une organisation territoriale formelle, mais si on peut se débrouiller avec les infirmières libérales, les médecins et les pharmaciens, on a une structure de base qui marche, parce que les médecins, ils ont été vite en situation de responsabilité, ils se sont organisés. Alors c'est dommage, il est parti sur la formation sur les pandémies. Vous savez, on a connu la pandémie 2005, et moi les masques FFP2, quand j'ai ouvert ma boîte de masques FFP2, j'ai eu la surprise de voir que c'était pas une lettre de Roselyne Bachot, mais c'était une lettre de Xavier Bertrand, donc ça date de 2005. J'avais 30 masques FFP2 qui dataient de 2005. Et donc là, on avait cette organisation. Vous savez, c'était au temps de la grippe aviaire, et il y avait tout était écrit. Il était même prévu que les pharmacies ayant des stocks de Tamiflu soient protégées militairement.
Tamiflu, qui n'a jamais servi à rien du tout, étaient protégés militairement les pharmacies qui les détenaient, donc si vous voulez. Et c'était les agents municipaux habillés comme des martiens qui distribuaient les repas aux patients, aux Français qui étaient confinés chez eux. On arrêtait les écoles, on arrêtait les transports, tout était arrêté. C'était ça 2005, la grippe aviaire. Cette organisation-là, elle existe. Donc, on n'a pas eu de formation pendant les études, mais on a eu quelques expériences. Et puis on a eu la grippe H1N1 avec tout ce qui s'est produit. Donc, en ce qui concerne le Rivotril, ça a été particulièrement choquant de voir qu'on ait eu le droit de prescrire un médicament qui n'est pas très souple, comme le midazolam pour les fins de vie, alors qu'on est toujours interdit de prescrire du Rivotril dans les acouphènes. Je vous le rappelle, on n'a pas le droit de prescrire le Rivotril en gouttes dans les acouphènes. De la même façon sur la ventoline, il y a des interdictions de prescription pour les médecins généralistes. Je peux vous dire qu'elles sont particulièrement mal vécues par les médecins généralistes sur le terrain. C'est insupportable. Ne pas pouvoir prescrire des aérosols de ventoline, c'est dingue. Ne pas pouvoir prescrire des gouttes de Rivotril, c'est absolument scandaleux. Voilà, non mais c'est ça. Je me permets une petite digression. On parlait tout à l'heure d'agilité. Je prescris du Rivotril injectable. Je prescris du Rivotril injectable. Et tout ce qui s'injecte se boit, donc on peut le prendre, on peut le prescrire librement. C'est enregistré, hein. Vous allez perdre un président. Vous avez évoqué beaucoup de sujets. Ah, t'as pas fini. Juste sur le fait, malheureusement, dans ma propre famille, il y a une personne qui est décédée, et ça a été insupportable pour la personne de ne pas pouvoir contacter la mère qui était en train de mourir. Ça a duré un mois. Ni dans l'EHPAD, ni à l'hôpital, il n'a été possible pour la personne d'aller voir sa mère qui était en train de mourir. On s'est comporté, alors que j'ai visité dans le cadre du Covid des EHPAD qui étaient organisés justement pour les fins de vie. Ils avaient fait un circuit par la sortie de secours, ils avaient tapissé ça de sacs poubelles pour qu'ils puissent les jeter, etc. Et les personnes qui étaient en fin de vie étaient mises dans une ou deux chambres qui étaient dédiées, qui étaient accessibles par la sortie de secours, et les familles pouvaient aller voir leur personne. Donc si vous voulez, je peux vous dire que ça a été mais d'une violence et d'une inhumanité absolument insupportable. On a vraiment été nuls sur ce coup-là.